Je vais d'abord demander à Sophie Gendre d'Arvalis, Institut du Végétal, qui est ingénieure R&D spécialisée en gestion quantitative de l'eau et qui est responsable du pôle agronomie chez Arvalis, de venir traiter d'un premier intrant qui est celui de l'eau et de l'énergie, parce qu'on se rend compte que eau et énergie, en matière d'irrigation, sont intimement liés. Et les deux sont des charges potentielles pour l'exploitation. Merci Sophie. Tout à fait. Merci. Déjà, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler du pilotage de l'irrigation, donc un peu plus largement de l'irrigation en général et de savoir quel levier on a pour la double efficience eau-énergie. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'eau ainsi qu'à l'énergie ? En introduction, ce que je voulais dire, c'est que déjà, en fait, l'énergie, ce que paye l'agriculteur, alors il peut utiliser du fuel ou de l'électricité. Hein. Souvent, on a beaucoup plus d'électricité en irrigation que de fuel en France. Et si on prend la consommation électrique, en fait, on peut la séparer en deux indicateurs, donc ce qu'on appelle les kilowattheures par mètre cube. Donc ça, c'est pour évaluer et améliorer la performance énergétique des installations, mais également la consommation d'eau en mètre cube, parce qu'en fait, quand on évalue et qu'on maîtrise sa consommation d'eau, on maîtrise également sa consommation de kilowattheures. Donc moins d'eau pompée, c'est moins d'eau consommée. Donc du coup, c'est aussi, tout le système est lié, et donc c'est pour ça qu'on essaye à la fois d'améliorer l'efficience de l'eau et à la fois d'améliorer l'efficience de l'énergie. Et donc le numérique pourrait apporter quelques réponses, quelques leviers pour optimiser à la fois l'eau et l'énergie. Tout à fait. Et le numérique nous permet, depuis plusieurs années déjà, d'améliorer justement cette double efficience. Alors pour rentrer dans le détail technique, ça c'est juste un exemple issu d'un projet qui s'appelle le volet irrigation du projet Eden, qui a été mené jusqu'en 2015-16, en partenariat avec l'IRSTEA et la Chambre d'agriculture 31 notamment. Et donc c'est chez un agriculteur, on a été regarder où était consommée l'énergie sur une installation d'irrigation. Donc ça, c'est une installation d'enrouleur. C'était pour que vous ayez en tête où était consommée l'énergie sur un système. Donc là, je ne sais pas si on voit, voilà, là vous avez une pompe et ensuite vous avez les tuyaux qui amènent l'eau, l'enrouleur et le canon qui va déposer l'eau dans la parcelle. Donc c'est juste un seul exemple, mais c'est en gros pour l'énergie que l'agriculteur paie, en fait ça se transforme en pression et ensuite au sein du système il y a ce qu'on appelle des pertes de charge ou des pertes de pression qui sont inhérentes au système, mais on essaye au maximum de les minimiser. Voilà. Et donc là, chez cet agriculteur, en fait, on se rend compte que dès la sortie de la pompe, on a un rendement, donc ce qu'on appelle un rendement hydraulique de la pompe, qui est assez dégradé. Et donc, sur la totalité de l'énergie qu'il consomme, il a déjà, en termes d'efficience énergétique, 50% qui sont consommés au niveau de la pompe, liés au rendement. C'est une obligation de perdre de l'énergie au niveau de la pompe, mais on peut en perdre moins que 50%. Ensuite, quand on calcule ces pertes de pression au niveau des tuyaux, on voit qu'il lui reste plus que 32% de l'énergie en entrée de l'enrouleur. Et au final, à la sortie de l'enrouleur, il lui reste plus que 18% pour l'irrigation. Donc là, c'est le cas de l'enrouleur. C'est beaucoup moins drastique quand on prend le cas d'un pivot. C'était à peu près pour vous montrer les ordres de grandeur de ce qu'on pouvait utiliser comme énergie pour amener l'eau du pompage jusqu'à la parcelle. Donc là, je ne vais pas vous rentrer dans le détail des pertes par partie du système. Et sur l'efficience de l'eau, donc ce qu'on appelle l'efficience de l'eau ou la consommation d'eau, en fait, on part. Donc ça, ce travail, c'est l'IRSTEA, donc je rends à César ce qui appartient à César. C'est l'IRSTEA qui a écrit un rapport sur les questions d'efficience de l'eau par rapport au matériel d'irrigation, qui a défini cette notion d'efficience entre ce qu'on pompe comme eau au niveau de la rivière ou au niveau de la nappe et ce qui arrive à la parcelle. Et donc déjà, on peut considérer comme notion de perte les fuites dans les équipements d'irrigation, donc que ce soit à la parcelle ou avant la parcelle. Ensuite, l'évaporation ou la dérive, ou l'interception par la canopée, donc ça c'est plus discutable en termes de perte, parce que les feuilles peuvent capter l'eau, mais en tout cas toutes les notions d'évaporation ou les notions de dérive due au vent, toutes les questions de ruissellement et de drainage. Ensuite, ça c'est
quelque chose qui n'est pas vraiment de la perte, c'est des discussions qu'on a régulièrement, mais c'est l'eau qui reste dans la zone racinaire après récolte, donc l'eau d'irrigation qui resterait dans la zone racinaire après la récolte, ce qu'on essaye de minimiser, mais aujourd'hui on ne considère pas ça comme une perte d'eau, parce que c'est quelque chose qui peut servir aux cultures suivantes. Et tout ce qui est notion évaporation du sol, et c'est ça qu'on appelle l'efficience globale, hein. Donc c'est l'eau d'irrigation qui est transpirée par la plante par rapport à l'eau d'irrigation qu'on a pompée. Et donc c'est toutes ces pertes-là qu'on essaie de minimiser. Et donc quel levier pour justement minimiser ces pertes? Alors plusieurs leviers d'optimisation. Un des grands leviers sur cette double efficience, c'est le matériel d'irrigation. Mais je vais aussi présenter le levier dans le nom et dans le titre sur les questions de pilotage de l'irrigation. On a d'autres leviers dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, on utilise des nouvelles technologies, mais on est plus sur des questions de reconception, sur l'optimisation à l'échelle du système de culture. Et ensuite, des travaux sur l'évolution de l'itinéraire technique, sur la génétique, où c'est des questions sur l'évolution de la disponibilité en eau, plus que sur l'efficience. Alors pour rentrer sur les questions de matériel, là j'ai mis des exemples de types de matériel qui permettent d'économiser de l'énergie et d'économiser de l'eau. Donc vous avez ce qu'on appelle des petites rampes frontales basse pression. Donc c'est des systèmes qui permettent d'utiliser moins d'énergie et d'apporter l'eau plus précisément à la parcelle qu'un enrouleur par exemple. Idem sur les rampes basse pression sur un rouleur, ça permet d'améliorer l'efficience, donc en fait ça permet de réduire ce qu'on appelle la dérive et l'évaporation. Les nouveaux pivots basse pression, donc ça c'est des gros travaux, les plus gros travaux en termes d'efficience énergétique sont réalisés actuellement plutôt sur les pivots d'irrigation, donc je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est, mais c'est des grands systèmes, là on en a une photo, qui tourne dans la parcelle et ça nous permet d'apporter l'eau, d'apporter des doses d'eau beaucoup plus faibles que ce qu'on peut faire avec un enrouleur et avec une homogénéité d'application de l'eau qui est bien plus importante. Alors ça c'est plutôt de l'anecdotique, mais il y a des développements de pivots solaires, donc c'est des panneaux solaires, là c'est la photo que vous avez, qui permettent de faire tourner le pivot. Il y en a très peu en France, c'est assez peu développé parce qu'on ne parle pas d'un gros gain énergétique. Le goutte à goutte, donc ça c'est plus un nouveau matériel qui est beaucoup regardé sur les grandes cultures. Le variateur de fréquence et l'irrigation de précision, alors je voulais plutôt m'arrêter sur ces deux technologies-là. Le variateur de fréquence, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas vraiment nouveau, mais c'est également appelé ce qu'on appelle le variateur de vitesse. Donc l'idée, c'est un appareil qui permet de faire varier la fréquence du courant et donc la vitesse de rotation du moteur électrique. En gros, c'est un système qui va permettre de rentrer en adéquation avec la demande de l'installation d'irrigation. Donc c'est en fait un système d'irrigation, normalement, plus il demande de débit, plus il demande de pression. Et sauf que la pompe, plus elle fournit du débit, moins elle donne de pression. Et donc c'est antinomique entre les deux systèmes. Et du coup, si on a un système qui, des fois on met un enrouleur, des fois on en met deux, des fois on en met trois, ou des fois on veut moduler sa dose, ça va impacter notre consommation énergétique avec des pertes énergétiques importantes au niveau de la pompe. Et donc l'idée du variateur de fréquence, c'est de s'adapter constamment à la demande du système et donc de permettre une économie d'énergie et également de moduler et donc de permettre une économie d'eau. Et en fait, ça c'est un peu indispensable quand on reconçoit tout le système parce que si on modifie une partie du système d'irrigation, de toute façon, c'est la pompe qui va consommer. Donc, si la pompe n'est pas réadaptée au système d'irrigation, il n'y a pas d'économie d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années que ça existe. C'est de plus en plus développé et c'est souvent couplé à des systèmes de télégestion à distance qui permettent de déclencher la pompe sans être à côté. Et c'est là où on raccroche au sujet du numérique. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est pas qu'une question matérielle, là il y a aussi une connectivité. Il y a une question de connectivité qui est aussi très importante pour les agriculteurs, puisque ça quand même facilite la vie, parce que je ne l'ai pas dit, et ce qu'a souligné François, il y a toujours la question aussi du temps de travail et de la simplification du temps de travail. L'irrigation, c'est lourd à mettre en œuvre pour les agriculteurs, c'est pas quelque chose de sympathique à faire, et donc dès qu'on peut faire gagner du temps,
voilà, économiser du temps et de l'énergie via les nouvelles technologies, c'est toujours très intéressant pour les agriculteurs irrigants. Autre levier? La modulation intraparcellaire de l'irrigation. Alors ça, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Donc on peut définir 2 formes de modulation. Donc une modulation qui existe déjà, hein, qui est la vitesse d'avancement, où c'est ce que vous avez en image là, en haut à droite, où on va faire varier la vitesse d'avancement du pivot pour, par exemple, faire varier la dose d'irrigation mise à un endroit donné de la parcelle. On peut faire ça avec un enrouleur, on peut faire ça avec une rampe. Donc ça, c'est des choses qui existent sur les matériels d'irrigation, qui sont gérés par des logiciels des constructeurs et qui sont plus ou moins utilisés par les agriculteurs. En tout cas, la technologie existe dans les fermes. Et la deuxième modulation, c'est ce qu'on appelle la modulation de l'ouverture des buses, ou alors en anglais on entend souvent parler de VRI, ou Variable Rate Irrigation, qui est là la nouvelle technologie. Alors aujourd'hui, c'est l'idée de moduler via l'ouverture des buses. Donc c'est le deuxième dessin que vous avez là. Et donc là, c'est vraiment tout un système automatisé où vous pré-rentrez une carte. Donc quelle que soit la carte, hein, les constructeurs de matériel ne travaillent pas sur la thématique du pilotage, enfin, bien qu'il y ait une particularité chez des gens qui s'appellent l'INSEE, donc Zematic by l'INSEE, qui travaillent sur les questions de pilotage justement. Et vous rentrez une carte et ensuite vous pouvez moduler votre dose selon votre zone de votre parcelle. Du coup, ça c'est quelque chose, il y a aujourd'hui, je pense, si je ne dis pas de bêtises, 4 pivots en France qui sont équipés. Ça vient des États-Unis, c'est un peu développé aux États-Unis, mais on est vraiment sur les prémices de la modulation intraparcellaire. Avec peut-être des problèmes d'interopérabilité qu'on peut voir dans d'autres cas d'application. Est-ce que là, cette question de la carte qui vient s'intégrer au matériel d'irrigation se fait facilement ou ça peut être un problème? Aujourd'hui, pour avoir discuté, je ne sais pas s'ils sont là ou ils ne sont pas là, pour avoir discuté avec les seuls qui vendent ça sur le territoire français, eux, leur objectif, donc c'est l'interopérabilité, mais pour le moment, ils ne sont pas spécialement interopérables avec le reste des systèmes. Mais leur objectif, c'est la vente de matériel et c'est pas tant de garder toutes les données. Donc leur intérêt serait à terme d'être interopérable. Donc là, on a vu une innovation qui arrive sur le marché. Quelle perspective peut-être demain? Alors les perspectives demain, aujourd'hui, on est plutôt calé par rapport à ça parce que l'innovation, elle arrive sur le marché, mais l'intérêt, je dirais, technico-économique pour l'agriculteur, aujourd'hui, elle n'est pas spécialement prouvée. Donc la question qui se pose en perspective pour demain, c'est quel est le seuil de rentabilité de ces nouvelles technologies et à quel niveau, je dirais, d'hétérogénéité de la parcelle on peut avoir un intérêt à aller moduler en intraparcellaire. Et donc, quelle économie d'eau et quelle économie d'énergie on peut apporter à l'agriculteur. Voilà. Je vous laisse avancer sur d'autres leviers. Tout à fait. Et donc, les autres leviers d'optimisation, donc il y a le pilotage de l'irrigation. Donc dans le pilotage de l'irrigation, j'ai mis un peu les grands leviers qui peuvent exister sur le pilotage de l'irrigation. Donc il y a le bilan hydrique en ligne, j'en ai cité 2. Donc Irelis, qu'on va voir juste après, et Finnet Advisor. Les sondes connectées, on peut intégrer, donc ça c'est les 2 grands outils de pilotage de l'irrigation. On peut connecter ça à l'analyse d'images satellites, donc pour refaire le lien avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, pour recaler les coefficients culturaux, par exemple du bilan hydrique, c'est utilisé dans certains outils. Et ça, c'est plus de l'ordre de la perspective. En fait, ce qu'on imaginerait faire, ce serait d'avoir l'outil qui nous permettrait de dire quand déclencher et d'asservir le matériel d'irrigation au pilotage de l'irrigation. Alors, sur les outils de pilotage connectés, juste, donc Irelis, c'est un outil de bilan hydrique en ligne, donc bon, j'en dis juste un mot parce que c'est Arvalis qui le développe. Il est utilisé en 2019 sur 35 000 hectares. Donc c'est faible à l'échelle de la surface irriguée en France, mais ça reste quand même le bilan hydrique le plus utilisé en France par les agriculteurs de grande culture.
Donc il est disponible en maïs, céréales à paille, soja, tabac et pommes de terre. Ensuite, l'autre levier, c'est les sondes. Donc vous avez soit les sondes tensiométriques aujourd'hui qui sont connectées. Donc avant, c'est vieux les sondes tensiométriques, ça date des années 80, mais maintenant elles sont connectées avec des interfaces qui passent par des réseaux bas débit. Ils utilisent des capteurs avec la télétransmission. Donc c'est des choses qui se démocratisent de plus en plus chez les agriculteurs. Et également, donc, ce qui est arrivé un peu plus récemment, donc les sondes capacitives qui sont connectées. Donc c'est pareil, c'est l'utilisation de capteurs, tout le travail sur la télétransmission et l'interface simplifiée de lecture pour les agriculteurs, ce qui permet une meilleure adoption de la nouvelle technologie aux agriculteurs. Voilà. En un mot, la différence entre une sonde tensiométrique et une sonde capacitive, si c'est possible en un mot? Oui, en un mot, une sonde capacitive, ça mesure les millimètres d'eau dans le sol, et une sonde tensiométrique, ça mesure la force de succion par les racines. Donc voilà. C'est deux indicateurs différents pour mesurer. C'est deux indicateurs mesurer, différents qui indiquent l'humidité de l'eau du sol, mais pas dans la même grandeur. Et juste pour finir avec ça, donc la question de l'asservissement entre les outils, donc en termes de perspective, entre ces outils-là et le matériel d'irrigation. Aujourd'hui, je sais que nous, on l'a fait, alors ça se développe en goutte à goutte notamment. Ça se fait moins aujourd'hui sur les pivots ou sur les enrouleurs. Alors sur les enrouleurs, ça se fera sûrement jamais. Sur les pivots, il y a aussi des questions assurantielles qui sont au-delà des questions de nouvelles technologies. Aujourd'hui, je pense qu'on est en capacité de le faire. Via des outils interopérables, avec le bémol de l'assurance s'il y a un problème sur le pivot. Voilà. Je rentrerai sûrement pas dans ces détails-là parce que c'est des questions de reconception. Je voulais juste citer un travail qui avait été réalisé avec Arvalis en partenariat avec des chambres d'agriculture de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, Terrinovia et l'INRA, et financé par l'Agence de l'eau à Dourgaronne et qui ont été agréés par Agri-Sud-Ouest Innovation, qui est un projet donc aujourd'hui qui a donné un outil de modélisation qui s'appelle Azalée, qui est un outil d'aide au choix d'assolement basé sur les questions de ressources hydriques. Donc, ce qui permet aujourd'hui aux agriculteurs, alors plus aux techniciens, donc aux agriculteurs, on ne travaille pas directement avec les agriculteurs, on travaille avec les organismes de développement, mais d'essayer de reconcevoir différents systèmes par rapport à la disponibilité en eau. Voilà. Cette modélisation sous contrainte, on en reparlera tout à l'heure avec Marion Carrier de Cybeltech. Quelques chiffres clés peut-être ? Voilà, alors les chiffres clés pour faire le résumé de ma présentation. Je n'ai pas parlé des questions de distribution, alors que normalement en irrigation, c'est quand même assez prégnant. Donc c'est quand on quand on pompe au niveau de la ressource jusqu'à ce qu'on arrive à la parcelle. Alors en fait, on a fait des travaux, avec l'IRSTEA notamment, on avait fait des travaux d'un CASDAR eau qui avait lieu de 2008 à 2011 sur les questions de distribution, et on voit que dans les réseaux de distribution agricole, on a peu de pertes d'eau, donc il y a peu de fuites, on est plutôt sur des efficiences de 95 à 97%, donc beaucoup plus intéressant que l'eau potable, hein. Et par contre, sur les questions d'énergie, c'est un levier très important, notamment sur les réseaux d'irrigation via les modernisations de stations. Donc il y a des gros travaux qui sont financés notamment par le conseil régional ou par l'agence de l'eau ou l'ADEME sur ces questions-là. Ensuite, sur le matériel, donc quand on arrive à la parcelle, sur le matériel, on estime les économies d'eau potentielles avec les différentes technologies qui existent entre 0 et 20%. Alors selon qu'on est sur une année humide ou sur une année chaude. Et par contre, en termes énergétiques, on voit qu'on a des leviers très très importants. On peut réduire énormément la consommation énergétique. Justement, une question du public. En termes de consommation électrique, est-ce économique l'utilisation du bus-à-bus? Est-ce qu'on a des ordres de grandeur sur l'optimisation énergétique liée au bus-à-bus? C'est quoi le bus-à-bus? J'imagine que c'était celui qui permettait la modulation... La modulation intraparcellaire de l'irrigation? Voilà, ça, du bus-à-bus. Non, la modulation intraparcellaire de l'irrigation, on n'a pas d'idée de combien ça peut nous faire économiser en termes énergétiques. Ça va dépendre de l'hétérogénéité de la parcelle. Donc si on a une parcelle extrêmement hétérogène, on peut imaginer économiser 20-25% d'énergie avec un variateur de fréquence, et sans compter ce qu'on va acheter en supplément, parce que c'est aujourd'hui une technologie qui coûte très cher. Voilà. Mais encore la réponse, ça dépend, qui est propre à l'agriculture. C'est ça. C'est ça.
sur les autres voies d'optimisation. Voilà, donc sur le pilotage, ah oui, et puis sur l'énergie, hein, pour refaire un parallèle, par exemple un enrouleur, nous on avait estimé que ça consommait en individuel, il y en a qui peuvent consommer plus, 0,6 kWh par mètre cube, et quand on passe sur un pivot, on est plutôt de l'ordre aujourd'hui de 0,2, 0,3 kWh par mètre cube. Donc quand on parle d'économie, on parle de grosses économies d'énergie. Très significatif. Sur le pilotage de l'irrigation, on estime qu'en termes d'eau, on peut économiser entre 0 et 15% d'eau à la parcelle, sachant que c'est une amélioration de l'efficience. Donc chez certains agriculteurs, on va avoir une économie d'eau, et chez d'autres, on va avoir une amélioration de l'efficience. Donc on va mettre plus d'eau, mais ça va leur permettre de faire plus de rendement. Donc c'est vraiment de mettre la bonne dose d'eau au bon endroit. Donc c'est vraiment une question d'efficience plus que d'économie. Et sur l'énergie, ça va être proportionnel à ce qu'on va moins consommer d'eau si on consomme moins d'eau. Et ensuite, j'avais mis le dernier levier de reconception, donc qui va être discuté cet après-midi, sur les conduites de culture ou sur les assolements. Donc là, on peut avoir un levier assez important, mais il faut toujours coupler ça aux questions économiques pour l'agriculteur. Et il faut aussi prendre en compte que toutes ces économies de charges potentielles, ça peut entraîner aussi des pertes de production et des aléas qui sont à intégrer pour l'agriculteur. Et donc il faut vraiment prendre tout ça en compte. D'où la question assurantielle tout à l'heure. Tout à fait. Au sujet, par ailleurs, de l'accessibilité de ces technologies ou de ces matériels, une question sur le tarif de l'option VRI sur pivot Lindsay. Exemple pour un pivot de 500 mètres. Donc c'est une question un peu pointue. Non, mais un exemple à peu près. Hein. Aujourd'hui, en moyenne, sur une travée, un pivot une travée, ça coûte 10 000 € par travée. Donc si vous êtes sur un pivot 3 travées, en moyenne, ça va vous coûter 30 000 € de plus. Voilà. On a au moins un ordre de grandeur. Ouais. Et dernière question, l'estimation du délai de retour sur investissement pour l'agriculteur, pour la modulation par buse. On revient sur cette technologie qui apparemment... Ouais, et bien justement, cette question-là, nous, on aimerait la traiter dans un programme de recherche qu'on va déposer avec donc, pas mal de partenaires. Je peux citer l'INRA, l'IRSTEA, le GRCTA des sols forestiers d'Aquitaine et des chambres d'agriculture, notamment la chambre d'agriculture d'Alsace, la chambre régionale d'agriculture Occitanie. Et donc on aimerait construire, et aussi l'INSEE justement, co-construire un projet pour estimer ces questions-là. Donc affaire à suivre. Merci beaucoup, Sophie, Merci à vous. pour cette présentation. Je vous invite à l'applaudir pour la remercier.